Voyage en cinéma. Jacques-Émile Myriel. Jacques Déniel. Et Geoffroy Scrive. Aujourd'hui, pour cette conversation à trois voix, continuons notre cycle de cinéma dans le cadre du cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès à Brest. Nous allons parler d'un cinéma polonais avec le film Canal d'Andrzej Wajda. On peut donner comme indication que ce titre a pour titre en français « Ils aimaient la vie ». Rentrons tout de suite dans le vif, voire dans le sombre du sujet. Peut-être pouvons-nous d'emblée dire que ce n'est pas un film, on est très loin des Louis de Funès. Jacques-Émile, pourriez-vous nous donner quelques indications, je crois, de Bazin au sujet de ce film et de dresser le contexte historique de cette histoire? André Bazin a consacré à ce film un article dans le Cahier du cinéma l'année de sa sortie, en juin 1957. Un article très intéressant où il dit beaucoup de choses. Pour le résumer, voilà ce qu'il écrit. Canal nous raconte l'odyssée d'un groupe d'insurgés de Varsovie en 1944. Contraints par l'encerclement allemand à abandonner le faubourg qu'ils défendaient, les survivants d'une compagnie de résistants vont chercher, sans guère d'espoir, à rejoindre le centre de la capitale par les égouts. Ils disparaîtront presque tous dans ce labyrinthe obscur et nauséabond. Le sujet du film réside dans le comportement de chacun devant cette probabilité d'une mort atroce. Voilà comment Bazin résumait ce film. Il faudrait dire que cette histoire est basée sur les événements historiques de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes plutôt vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. En 1944. Exactement, c'est l'insurrection de Varsovie qui durera, je crois, un peu plus de 60 jours. Oui. Et donc c'est un groupe de Polonais qu'on voit dès le début du film, dans une maison en ruine, essayer de combattre l'ennemi, et qui finalement entre dans ce souterrain que représentent les égouts, d'où le titre Canal d'ailleurs. Oui. On peut peut-être citer d'ailleurs une des premières phases du film, hein. Il est adressé ce mot aux spectateurs, regardez-les bien, il s'agit de leurs dernières heures à vivre. Et c'est ainsi que s'ouvre ce film. Alors, au sujet du contexte historique dans lequel ce film s'inscrit, précisons donc qu'il s'agit de résistants polonais face évidemment aux armées allemandes. Nous sommes en 1944, donc plutôt vers la fin de la guerre. Il y a des bombardements, le film montre beaucoup de maisons en ruine, nous vivons au milieu de ces combattants. Et puis il faut savoir aussi dans le contexte historique que l'armée rouge arrive, elle, par l'Est. Elle se situe d'ailleurs à quelques encablures de leur position. Ils espèrent peut-être aussi une intervention de leur part. Et finalement, ils décident de prendre les armes contre les Allemands et d'essayer de se sauver par les égouts. Oui, c'est tout à fait ça. Et on peut se demander si donc le déclenchement de l'insurrection a été ou non une erreur stratégique. Elle a été décidée par le général polonais Tadeusz Boromowski, mais c'est une décision qui a été prise un peu trop à la sauvette. Le général polonais l'a décidé tout seul, sans consulter les officiers de son état-major. Et la résistance polonaise, qui était composée de 25 000 combattants, dont seulement 2500 possédaient une arme, n'a pas réussi à faire tout de suite la décision contre les Allemands, et donc les combats se sont enlisés. Et là, à partir de ce moment-là, la résistance polonaise était perdue, en fait. Les Polonais ont sous-estimé l'ennemi, et ils ont été battus par des Allemands qui étaient évidemment mieux armés qu'eux et plus nombreux. Donc on peut indiquer tout de suite, évidemment, que ce film de guerre n'est pas un film de victoire. Ça montre tout simplement l'échappée d'une partie de ces combattants polonais qui essayent, tout en sauvant leur vie, évidemment, de continuer le combat, mais comme vous le disiez, Jacques-Émile, c'est voué à l'échec. Et on peut parler tout de suite, il me semble, de la plastique du film, de la photographie de ce film en noir et blanc. On comprend, quand on connaît un petit peu l'histoire et dès qu'on voit les premières images, en fait, on comprend qu'ils vont à une mort certaine. Oui, alors tout à fait, il faut ajouter que
Vajda s'est surtout intéressé aux personnages et à ce que ressentaient les personnages, et il ne parle pas, au fond, du contexte historique de la Seconde Guerre mondiale, il ne parle que du petit microcosme que représentent les personnages qui symbolisent, au fond, ce que ressent la nation polonaise. Et d'ailleurs, je vais vous citer un petit passage de l'article de Bazin, qui est très clair là-dessus. Ces personnages parlent de la mort, de l'amour, de l'héroïsme, jamais des problèmes tactiques et politiques de l'insurrection, qui constituait pourtant un thème habituel des discussions d'alors. Donc Bazin semble le regretter, mais ce qu'a fait Vajda, c'est de parler des sentiments, des personnages, de l'amour, etc. Et c'est tout. Oui. Et puis il développe des thèmes, qui vont se poursuivre dans plusieurs de ses films suivants. La menace, la peur, le désespoir, et puis aussi une certaine idée de l'histoire nationale de la Pologne avec tous ces thèmes-là. Parce qu'il va traiter dans plusieurs films ensuite de l'histoire de la Pologne, bien sûr, mais il y a toujours ces choses de peur, d'hardiesse, à la fois les hommes hardis, mais la peur et la menace et le désespoir. Ces films sont souvent quand même traversés par ça. Il le disait lui-même dans un documentaire, ils étaient en révolte lorsqu'il réalise ce film par rapport au cinéma d'avant-guerre, montrant peut-être la société de bonne famille, des salons élégants. Là, pas du tout, on est dans un champ de ruines, il y a le danger immédiat, il y a l'homme qui veut à la fois combattre pour son pays, tout en essayant de sauver sa vie, évidemment. Donc, il rentre dans des égouts, il y a le jeu d'ombre et de lumière. Quand ils ressortent, c'est pour gagner la lumière, mais c'est une lumière de la mort, parce que ce sont les Allemands qui les attendent. Il y a les sentiments que vous avez évoqués, Jacques-Émile, parce qu'on voit notamment des couples d'amoureux, notamment au début du film, puis qu'ensuite se suivent dans les égouts. Il y a ensuite, on les voit donc évoluer dans ces canalisations plus ou moins rempli d'eau. Plus on va vers la fin, plus ça semble sale. Il y a l'image de la saleté. Et puis il y a aussi la musique. Il y a des musiciens. On voit un piano il met en ruine au début du film. Il y a un musicien qui est parmi les combattants. Il me revient aussi en tête que ce film montre une certaine forme de réalité par rapport donc à l'avant-guerre, on l'a dit, mais aussi il y a une forme de surréalisme. Par exemple, on voit à un moment donné dans ces canalisations un joueur de flutio. On se demande qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, d'où il arrive, on ne sait plus, parce qu'à la fin, il faut quand même préciser qu'on ne sait plus ni d'où ils arrivent, ni où ils vont dans ces canalisations qui s'enchevêtrent. Peut-être faut-il préciser un petit peu cela, revenir sur cet aspect, la plastique du film. Oui, c'est donc un film très, très esthétique, indiscutablement. Et Bazin reprochait à ce film une utilisation expressionniste d'un décor au réalisme très composé. Une conception plastique, dramatique et psychologique de l'action, d'autant plus sensible que le sujet traité appelle le style contraire. Donc c'est une critique de Bazin. Moi, il me semble que cet expressionnisme est très beau et renforce un peu l'expression des sentiments des personnages que recherche Vajda. Mais je crois que tu n'es pas d'accord avec ça. C'est assez compliqué. Je trouve que j'ai vu le film vraiment tout récemment, hier à nouveau. Je l'avais pas vu depuis longtemps. En plus, je l'ai vu là dans une copie. Le DVD est génial. Ce sera celui qu'on verra aussi. Enfin, la copie qu'on verra au cinéma Les Studios. Donc le noir et blanc est magnifique. Ça, je trouve que le côté expressionniste et la lumière et la photographie du film sont formidables. Mais ce qui me dérange plus, peut-être, c'est comme une sorte de léger surjeu des acteurs. Enfin, il y a quelque chose de trop marqué dans le jeu des acteurs. C'est un peu ça qui m'embête par rapport à des faits, des actions qui sont dramatiques, à la fois pour l'histoire de la Pologne, et puis parce que ça se termine très très mal. Varsovie est quasi entièrement détruite, et je comprends parfaitement ce que veut dire Bazin, qui est le type qui est quand même le cinéaste qui a parlé de la révélation du réel. Le cinéma doit faire que le réel soit révélé, et puis c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Donc forcément, lui, il préférait un style plus neutre qui montrait l'horreur de la guerre. Mais c'est compliqué parce qu'on peut vraiment en discuter, parce
cette horreur, elle est montrée aussi par le film de Vajda, et il y a une citation de l'enfer de Dante qui est très intéressante dans le film. Moi, je crois que c'est parce que c'est un film polonais avec toutes les caractéristiques de l'âme polonaise. C'est très baroque. Les films polonais tendent vers parfois la boursouflure dans les cas extrêmes. Et donc Vajda, dans ce film, il essaie d'insuffler tous les sentiments possibles et imaginables dans une situation limite. Voilà. C'est pour ça qu'on a cette impression, nous qui sommes plus habitués au cinéma français, à la mesure, etc. Peut-être aussi, faut-il préciser que réaliser un tel film peut constituer un geste très fort politiquement parlant. À une époque où je crois que le réalisateur le disait lui-même, ils avaient obtenu une autorisation de tournée qui était inespérée, donc ils ont dû tourner relativement vite, lancer très vite le film sur les rails, de peur que l'autorisation accordée ne se transformât en un non, en un refus, par rapport à un sujet qui reste pour la Pologne difficile, douloureux, sensible, par rapport notamment aux pays voisins qu'est la Russie et la présence de l'armée rouge sur cette fameuse berge qui n'est finalement pas intervenue alors qu'ils l'espéraient tous. Y a-t-il peut-être un point qu'il faut indiquer, préciser ici lors peut-être de la séance? D'ailleurs, pourquoi, parce que c'est vous, Jacques-Émile, qui êtes à l'idée de ce film, pourquoi avoir voulu précisément proposer ce film dans le cycle des films montrés au studio? Parce que je voulais choisir cette année un film sur l'Europe. Et donc, il me semble que dans ce film, Vajda nous montre un épisode essentiel de la Seconde Guerre mondiale et quelque chose qui va donner, au fond, l'Europe dans laquelle on va vivre après jusqu'à aujourd'hui. Et pour comprendre cette Europe-là, il faut avoir en mémoire ce qui s'est passé, notamment à Varsovie. À Varsovie en 1944, la résistance qui se bat contre les nazis, et puis après Varsovie qui va être envahie par les soviétiques. Il faut pas oublier aussi que en 1943, il y a eu un événement essentiel de la Shoah, c'est le soulèvement du ghetto de Varsovie. Bien sûr. Qui a été réprimé aussi dans la violence par les nazis. Tout ça montre que la Pologne a eu un rôle conséquent dans l'Europe, qu'elle a plus ou moins perdu, mais qu'elle tend toujours à le retrouver. C'est un épisode aussi qui est le soulèvement de Varsovie, en l'occurrence, qu'on peut apercevoir en quelques scènes du film Le Pianiste, également. Vous auriez pu, par exemple, choisir ce film aussi, par exemple. Ah bah non, parce que j'aime pas du tout ce film de moi, Polanski. Alors, vous parliez de Dante tout à l'heure. Nous avons ici une citation dans un article lié au DVD dont vous parlez, Jacques-Émile. Canal où ils aimaient la vie, dans l'article par Klaus Eder. Il est écrit « À ce long prologue succède le cauchemar dans les égouts. Vajda a recours à des moyens particulièrement expressifs, expressionnistes, pour revenir sur votre sujet, expressionniste même dans la mise en scène. La photo de Jiří Lippmann est tout à fait remarquable. Contraste du clair-obscur, jeu des ombres qui se reflètent sur les murs des égouts comme des fantômes. À des mouvements saccadés succèdent habilement des moments de silence menaçants. » Il faut peut-être revenir sur cette alternance, mais juste ensuite, il écrit ceci. « C'est l'enfer, et Vajda se réfère à Dante. 2 points. Le compositeur perd la raison et erre dans les égouts, jouant de l'ossarine et récitant Dante. Citation. Là où nous nous arrêtons, au plus profond du gouffre, je vois un peuple transporté dans un canal horrible, comme s'il contenait l'ordure de tous les cloaques rassemblés. » C'est exactement ce passage de Dante qui est mis en scène dans ce film, du début à la fin en fait. Oui, ça fait... La référence est immédiate, quoi. Ça fait une référence immédiate effectivement à Dante. Je pense qu'il faut noter aussi que le scénario de Canal est remarquable. Il a été écrit par Jerzy Stefan Stawiński, qui a été lui-même un survivant des égouts. Et donc, qui donne à cette histoire un caractère authentique dans sa représentation, dans son atmosphère. Donc c'est un scénario implacable
qui se réfère de manière naturelle à la Divine Comédie de Dante, à cause de l'enfer que vivent les personnages. Vous parliez d'avoir choisi ce film dans une idée de montrer ce qu'est l'Europe, en tout cas à cette période-là. On a parlé du cinéma polonais. Évidemment, on a parlé du cinéma de guerre. On peut penser à la myriade de films existants sur la Seconde Guerre mondiale. Le jour le plus long, Il faut sauver le soldat Ryan, etc. Il y en a énormément. Mais là, c'est un film anti-héros. Tous ceux qui sont là vont mourir. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un... Enfin, on est en dehors de tout film montrant quelqu'un sauvant le monde avec son fusil. Là, en fait, ils s'en servent même pas de leur fusil. Et dès qu'ils sortent dans un brin de lumière où le spectateur pourrait se dire « Ouf, on va sortir de cette canalisation », ils tombent aux mains de l'ennemi pour s'orienter vers la mort. C'est un trait très frappant, non, dans le cinéma polonais, ou est-ce que c'est pour vous juste le trait de ce film-là en particulier ? Pour moi, ça dit quelque chose sur l'histoire de l'Europe. Pour l'historien Fernand Braudel, par exemple, les valeurs dites humanistes, ce sont les valeurs qui ont construit l'Europe jusqu'alors, et la Seconde Guerre mondiale a littéralement été une négation de ces valeurs, l'héritage grec, judéo-chrétien en particulier, qui passe par perte ses profits. Oui, moi je suis d'accord. Puis parce qu'en fait il y a un élément essentiel dans la guerre 39-45, dans cet affrontement avec le nazisme, et d'un autre côté d'avoir comme allié un autre monstre, le communisme, et donc d'arriver à la destruction il y a l'Europe latine, l'Italie, la France, l'Espagne, et il y a la Mitteleuropa. Et la Mitteleuropa est réduite à néant parce qu'elle est sous domination communiste. Donc la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, et tous je trouve que la phrase de l'enfer de Dante va très bien à tout ça, à la destruction de la Mitteleuropa. Et aujourd'hui, l'Europe, ça continue, comme dit Jacqueline, parce que l'Europe qu'on nous propose, celle comme dirait un certain Philippe de Villiers, l'impératrice von der Linden, est une Europe qui nie la réalité européenne d'avant. Enfin, c'est une Europe du marché, enfin une Europe ultra-libérale, et une Europe qui peut se vendre à n'importe qui pour simplement une affaire de marché, quoi. Voilà. Non. Donc, Andrzej Wajda nous propose-t-il d'entrer en résistance, c'est-à-dire qu'il disait qu'il n'aimait pas les gens qui suivaient, il préférait les gens qui avaient des idées, qui les mettaient en œuvre, quitte à ce que ces idées les perdent. Est-ce que c'est un peu cette idée qu'il faut défendre ici ? Je pense que ça, c'est très présent. C'est présent dans plusieurs de ses films, et c'est quelqu'un qui va il va faire très tardivement un film très important qui s'appelle Katyn. Oui. Qui est donc sur le massacre de Katyn, où son père est mort. Oui, où son père est mort, imputé pendant de longues années aux armées nazies, alors que ce sont les armées communistes qui ont liquidé tous les officiers polonais afin de pouvoir dominer la Pologne. D'où on fait le lien avec cette non-intervention de l'armée rouge. On le sait sans doute, en tout cas c'est écrit dans ce livre que vous avez ici, Jacques-Emile, Les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale chez Perrin, sous la direction de Jean Lopez et Olivier Wierwurka, où on comprend que le jeu d'un Staline à l'époque, c'est de se dire, moi je suis responsable, en gros j'ai envie de faire avancer mon armée jusqu'à cette rivière, de l'autre côté ce sont les armées alliées, plus ils iront dans ce sens-là, et plus ils s'épuiseront, et j'économiserai mes forces. D'où le fait qu'ils n'interviennent pas. Non, ils n'interviennent pas parce que Churchill et Roosevelt n'ont pas été très combatifs, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment lors des conférences de Téhéran en 1943, et ensuite, après la guerre, à Yalta. Churchill et Roosevelt s'intéressaient assez peu à la Pologne, surtout Roosevelt, et donc ils ont laissé filer tout à fait la situation devant un Staline qui leur faisait un peu peur, qui était beaucoup plus cynique et conquérant qu'eux. Et donc ça a vraiment été une catastrophe qui a été dictée par l'attitude de Churchill et de Roosevelt indiscutablement. Il pouvait avoir peur de quelqu'un qui, dès les années 32-33, n'avait pas eu peur de laisser mourir près d'1 million de personnes en Ukraine dans une famine épouvantable.
Donc ça vous marque un peu un bonhomme quand même. Chose qu'on voit dans un film récent qui s'appelle L'ombre de Staline par exemple. Oui, mais par exemple, Churchill et Roosevelt n'ont pas du tout aidé le gouvernement polonais en exil. Ils l'ont laissé tomber, et puis quand ils ont vu que ils n'ont pas non plus apporté de l'aide à la résistance polonaise, ils n'ont pas soutenu l'insurrection de Varsovie, pas du tout. Il y a aussi un mot pour lequel il faudrait prêter attention, je crois que c'est le mot de responsabilité. Peut-être pouvons-nous dire qu'Andrzej Wajda se sent non seulement habité d'une volonté de réaliser ce film, mais aussi d'une responsabilité devant le public polonais, de vouloir montrer cet épisode de la guerre qui est capital dans l'histoire de son pays à ce moment-là. Qu'en pensez-vous ? C'est parce que il ressent, lui-même en tant que Polonais, il ressent cet échec de manière dramatique. Si la vie des Polonais après la guerre a été ce qu'elle est, pas très drôle, au quotidien, c'est à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est sûr, et de la démission d'hommes politiques comme Churchill et Roosevelt. Peut-être que si à Yalta il y avait eu De Gaulle, il y aurait eu plus de résistance de l'Ouest, peut-être, on peut le penser. Et puis le fait que la Pologne était sous une domination communiste, et donc la période stalinienne jusqu'à sa mort en 53, et on n'est que 4 ans après la disparition de Staline. Et il commence à avoir un petit infléchissement à partir de 1956, et c'est ce qui permet à Wajda de tourner ce film, tourner avec peu de moyens, et il se dit, il faut que j'en profite pour faire enfin un film qui parle d'événements qui ont traumatisé la Pologne, donc c'est toujours cette histoire de l'histoire nationale de la Pologne, afin de témoigner et puis de sortir de ce cinéma qui était pas du tout un cinéma d'auteur, mais un cinéma de comédie, de choses, il fallait surtout pas aborder les sujets, et on pouvait pas les aborder. Le risque était de se retrouver, d'aller en prison. Dernier article proposé dans ce coffret de DVD que vous avez mentionné, Jacques Daniel, Les spasmes de l'agonie, Cendre et Diamant, donc un autre film d'Andrzej Wajda, et Canal, ou Les résurgences de l'expressionnisme par Philippe Parrain. Il est écrit ceci: si la partie est vraiment perdue d'avance, sur quoi repose donc la progression du film ? En quoi l'intérêt est-il soutenu ? En fait, l'enjeu dramatique, l'objet du suspense, réside dans la question, jusqu'à quand pourront-ils tenir ? Trouver encore un peu d'air respirable, avoir la force de se traîner un peu plus loin. Donc on parle même pas de combattre, on parle de se traîner un peu plus loin. Ah oui. Combien de temps resteront-ils maîtres d'eux-mêmes ? Se supporteront-ils ? Combien de temps pourront-ils conserver cet équilibre de plus en plus tendu qui les pousse en avant en attendant que les nerfs lâchent ? La progression du film est donnée par la lente dégradation de la situation et l'usure de la volonté. Peut-être faut-il insister, c'est une usure de la volonté que peut même sentir le spectateur, me semble-t-il. Jusqu'à quand tiendra-t-il devant ce spectacle semblant parfois insoutenable ? C'est vrai que parfois ça peut être... les images peuvent être dures. Est-ce que cela vous a touché lorsque vous l'avez vu la première fois, vous, l'un et l'autre ? Moi, je l'ai vu la première fois, donc en 35 mm, c'est quand 87, vers là, ou 88, je pense, qu'on a fait ce petit hommage au cinéma polonais dans les salles du nord de la France, parce que je dirigeais le studio 43 à Dunkerque à cette époque-là. Et le film a été un choc, parce que je connaissais ce fait, mais de voir comme ça une troupe d'hommes avec deux femmes dont on sait qu'ils sont condamnés d'avance, parce que ça l'est même dit dès le début. Et donc c'est sans espoir. Et puis bon, quand on connaît l'histoire, on sait que c'est sans espoir. Le nazisme plus le communisme, aucun espoir. Et à cette époque-là, d'accord, Wajda a fait des films et ça, mais c'est encore le communisme qui dirige la Pologne. Quand nous on fait parce que je vais à Gdańsk, au festival de Gdańsk, et c'est donc Jaruzelski qui dirige le pays, et c'est assez incroyable. Enfin, il y a les magasins de Gdańsk, on dirait Tintin au pays des soviets. Il y a 5 steaks et 2 côtes de porc.
3 paires de chaussures. Enfin, c'est hallucinant. Puis ensuite, je vais sur les lieux du festival. Et il y a l'hôtel du festival. Et alors là, c'est profusion. Il y a tout. Du caviar, du champagne. On est c'est parce que c'est le festival. Et là, on se dit, bien trop, c'est quoi? On est où ici? Enfin, c'est quoi ce pays? Quelle était l'attitude des spectateurs sortant du film dans votre salle? Vous rappelez-vous? Un choc. Quand on avait invité un critique polonais pour présenter le film. On avait eu beaucoup d'invités. Il y avait eu des cinéastes, des critiques, dont je me rappelle plus de son nom, mais celui qui a fait un gros livre sur le cinéma polonais. Un très très gros livre sur l'histoire du cinéma polonais, donc il était présent, et c'était lui qui était là ce jour-là. Bon, heureusement qu'il y a eu une discussion après, qui a permis aux spectateurs un peu de respirer, parce qu'ils ont eu du mal à poser des questions. C'est un film, déjà, souvent c'est pas facile de parler après un film, mais alors après un film comme ça, c'est parfois... Jacques-Émile ? Moi je pense que les Polonais ont eu une expérience beaucoup plus douloureuse de la guerre que nous autres Français, par exemple. Au fond, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est un pays que tout le monde voulait détruire, l'Allemagne nazie, et ensuite les Soviétiques. Par exemple, dans leur ouvrage Le Monde nazi, Chapoutot, Ingrao et Patin expliquent ceci: détruire l'État polonais, considéré comme un enfant maléfique du traité de Versailles, ou à tout le moins annexer ces territoires auparavant possédés par le Reich allemand, était un classique des revendications pangermanistes et révisionnistes des années 20. On sait d'ailleurs que il y a eu, je crois en tout, 6 millions de Polonais qui sont morts pendant la guerre. Mais je voudrais vous citer, pour conclure, un extrait du livre de mémoire de Zulawski, qui était un cinéaste polonais, franco-polonais, puisqu'il a travaillé aussi en France, et donc qui avait une vision plutôt européenne, comme beaucoup de Polonais d'ailleurs, de la politique. Et ces mémoires sont intéressants parce que ils nous replongent un peu dans la manière dont les Polonais ont ressenti tous ces événements. Et donc, à propos du film de Vajda, il écrit ceci: la jeunesse de notre pays s'était noyée dans un canal plein de matière fécale, ce que visualisait définitivement la dernière image du film montrant l'autre rive de la Vistule, face à laquelle s'étaient traînés les derniers héros survivants, un jeune et bel homme et une jeune et belle femme, butant là contre la grille qui fermait l'orifice d'évacuation vers la Vistule, à jamais emmurés dans le canal et fixant l'autre rive, paisible et silencieuse, mais où, comme on le sait, se tapissaient immobiles les forces armées soviétiques et l'armée communiste polonaise. Tout à l'heure, on parlait de l'enfer de Dante, et on voit qu'il y a une continuité dans l'histoire polonaise de cet enfer que les Polonais ont dû vivre depuis très longtemps, et qui peut-être aujourd'hui encore se poursuit avec l'ultralibéralisme, je ne sais pas.